Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ok, nous allons continuer le cours d'ingénierie de fondation, toujours sur le chapitre 1. Aujourd'hui, nous allons parler des méthodes numériques utilisées dans la modélisation des structures en terre. Ok, donc nous allons faire deux vidéos sur cette partie, la partie numéro 8 de ce chapitre. Cette première vidéo sera juste comme une introduction. Ok, et prochainement, nous allons parler peut-être des différentes équations qui gouvernent les méthodes numériques utilisées. OK? Donc, les méthodes numériques utilisées pour modéliser des structures en terre. OK? Les structures en terre. Donc, la première approche, la première chose qu'on va faire, c'est de parler de la traduction ici est mal faite. C'est dit approche des différences finies. C'est pas la bonne traduction. Je vais corriger ça, puis on va continuer. Ouais, peut-être on va juste garder ça parce que au lieu d'approche, on peut dire juste méthode, mais c'est la même chose. Méthode des différences finies. OK? Donc, en méthode, c'est une méthode numérique. On va voir une autre méthode. OK? Méthode des différences finies. Donc, le problème d'ingénierie géotechnique, là, implique des équations avec des variables temporelles ou spatiales. Temporelle, ça veut dire ça implique le temps. Spatial, ça dit c'est l'espace. Donc, quand on prend des chargements dynamiques, ces chargements-là dépendent à la fois du temps et de l'espace. Donc, ces chargements, ce sont des chargements, quand il dit chargement, entendez par là des, des forces, des charges, ok, qui agissent sur une structure donnée. Donc, quand c'est dynamique, ça varie et dans le temps et dans l'espace. Tandis que si on prend des charges statiques, ok, quand vous prenez le poids de terre, par exemple, qui agissent sur un mur de soutènement, ces poids de terre-là, ça ne change pas. Peut-être dans le temps, c'est toujours le même poids, mais peut-être au fil du temps, vous allez voir peut-être ça va s'affaisser. Donc, dans l'espace, ça varie. Le fait que ça s'enfonce là, ça, ça, ça s'affaisse, peut-être. Juste un exemple parmi tant d'autres. Donc, ici, par exemple, il y a des gens qui ne comprennent pas quand on dit charge statique ou dynamique. Si je prends ce poids-là, par exemple, puis je maintiens comme ça, juste, c'est statique. Par contre, si je fais, soulève en haut, en bas, c'est dynamique. OK? Donc, là, ça va changer dans le temps et dans l'espace. Un autre exemple, si je prends ce camion qui est arrêté ici, ce camion ne bouge pas, on va dire qu'il est statique. Donc, la force qu'elle va exercer, peut dire dans le temps, si, voici, on prend ici le temps, peut-être c'est constant, c'est arrêté. Donc, on va dire static weight en moyenne. Par contre, si on prend le même camion qui est en train de mouver, de se déplacer, dans le temps, ça ne sera pas la même chose. Voilà. On aura quelque chose comme ça. L'effet sur la route. OK? Cette ligne-là qui varie comme ça. Donc, quand on a affaire à des changements dynamiques, des forces dynamiques, c'est pas la même chose que quand on a affaire à des charges statiques. Voilà. Donc, ici, les solutions mathématiques conventionnelles, quand on a les solutions conventionnelles, c'est-à-dire des solutions que vous pouvez vous-même résoudre à la main analytiquement, ces solutions-là sont réalisables pour des géométries et des conditions de chargement simples. Géométrie, quand je dis géométrie d'un problème, vous comprenez ce que ça veut dire.
Si vous prenez un barrage, la géométrie des barrages, la coupe transversale, longitudinale, tout ça. Donc, c'est la géométrie. Donc, si la géométrie est simple et les charges qui viennent dessus et si l'ouvrage sont aussi simples, on peut s'en sortir avec les solutions mathématiques conventionnelles. OK? Avec des constantes d'intégration déterminées par des méthodes. OK? Si on a affaire à une situation où on a des charges dynamiques et transitoires, avec des déformations initiales connues de la structure géotechnique, ça c'est un exemple. Cette catégorie de problèmes-là est connue sous le nom de problèmes à valeur initiale. Problème à valeur initiale. Maintenant, si on a des cas où c'est statique, chargement, conditions de chargement statique, avec conditions de chargement et de déformation aux limites fixes, ça c'est un deuxième cas de problème. Cette catégorie de problèmes-là est connue sous le nom de problèmes à valeur limite. Les valeurs limites, les conditions limites sont connues. OK? Donc, quand on a des problèmes simples, géométrie simple, on peut utiliser juste des solutions mathématiques conventionnelles. On peut même calculer à la main. OK? Par contre, quand on a des conditions de chargement complexes, OK, combinées avec des valeurs initiales et des valeurs limites, donc ça combine les deux. Donc, il y a des complications, des géométries et des chargements compliqués, complexes. C'est difficile, c'est pas pratique de dériver des solutions explicites aux équations différentielles. Pour dire que quand la géométrie et les conditions de chargement sont très compliquées, très complexes, c'est pas évident d'avoir des solutions avec des équations mathématiques simples. C'est pas évident. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution? Donc, c'est pour ça qu'on parle donc des techniques de résolution numérique. Numériquement, peut-être c'est possible. Et ces solutions numériques-là offrent des alternatives viables en remplaçant les dérivés par des formes différentielles numériques à des intervalles prédéfinis. C'est important, intervalles prédéfinis. Donc, vous décidez les différents intervalles. Donc, formant ainsi un maillage des différences finies. Donc, c'est le titre ici, différences finies. Un bon maillage. Voici comment ça marche. Donc, vous avez par exemple une géométrie comme ça, un problème. Par exemple, si je prends euh, le sous-sol de votre bâtiment, on coupe ça comme ça, le bâtiment est dessus. Voilà. Vous voulez savoir, après avoir construit votre bâtiment sur ce sol-là, qu'est-ce qui va se passer avec toutes les caractéristiques des sols que vous avez. Donc, vous coupez, vous allez euh, diviser le sol là. Ça, c'est pas petit, hein. Peut-être, disons que c'est voilà, 100 mètres, 100 mètres, par exemple. 100 mètres, 100 mètres. C'est énorme. Donc, vous divisez en des petits intervalles. 100 mètres, 100 mètres, la longueur, largeur, profondeur. OK? Donc, vous divisez à des petits morceaux. On a dit intervalle prédéfini. OK? Et vous allez avoir ces maillages comme ça. Vous allez avoir des maillages. C'est juste une illustration, ça. OK? Donc, comment ça marche exactement? Donc, vous allez prendre, par exemple, ces mailles-là. Vous voyez les maillages. Voilà. Donc, vous allez étudier chaque élément, chaque maille. Au lieu de prendre, vous dire, vous allez étudier tous ces blocs-là. Disons 100 mètres, 100 mètres, 100 mètres. Au lieu de ça, vous divisez en des petits morceaux pour mailler la géométrie. OK? La précision de la solution dépend de la finesse du maillage. Plus votre maillage est petit, plus vous avez une meilleure solution. OK? Voilà.
les progrès de l'informatique, il faut le dire, permettent des solutions raffinées quand même. Voilà. Donc, les techniques de différence finie, cette technique-là, sont particulièrement utiles pour les chargements et conditions géotechniques non homogènes. Donc, quand ce n'est pas homogène, quand ce n'est pas uniforme, disons quand c'est un peu compliqué, il faut utiliser euh, cette approche-là, les différences finies-là. C'est très, très intéressant. Voilà, dans ces cas-là. OK, ça c'est une approche numérique. On va parler d'une autre approche numérique. Là maintenant, on est toujours quand même, on va rester toujours sur approche numérique là, cette approche-là, approche des différences finies. On va rester toujours sur ça, pardon, avant d'aborder la deuxième approche. Donc, cette approche-là, approche des différences finies là, il y a de nombreuses solutions aux différences finies seront donc abordées dans ce cours, dans ce programme, voilà, qui vont nous permettre d'illustrer des cas pratiques. Parce que comme ça, là, c'est difficile de comprendre de quoi ça parle, c'est compliqué, ça veut dire quoi. Donc, quand on va prendre des exemples, dans les chapitres à venir, on va prendre des exemples qui vont parler des semelles sur fondation élastique, par exemple. Voici une illustration, par exemple. Fondation élastique, vous voyez les ressorts, on remplace les ressorts là par des ressorts. On va voir comment utiliser cette approche des différences finies là pour résoudre ce genre de problèmes. Un autre problème, analyse des battages des pieds. Donc souvent, quand on veut installer les pieds, ou bien même les pales-planches, c'est par battage. Vous battez la tête du pied et puis ça s'enfonce, quelque chose comme ça. Vous avez votre pied là et vous avez comme une masse, un marteau qui tombe, la hauteur de chute est là, il tombe sur la tête du pied et le pied s'enfonce dans le sol. OK? Voilà. Donc, on peut remplacer ça aussi par des ressorts, le sol qui est là, et puis des ressorts du corps des pieds. Voilà. Mais on peut utiliser un modèle numérique pour résoudre ce genre de problème. OK? Donc, c'est ce qu'on va faire. On va vous faire un exemple de ce cas-là après. Il y a aussi infiltration bidimensionnelle. Les infiltrations bidimensionnelles dans un barrage, par exemple. Donc, souvent, si vous avez une structure, une retenue d'eau, barrage, une digue, en tout cas, euh, s'il y a l'eau, souvent, il y a des infiltrations et les lignes de niveau, courbes de niveau, courbes équipotentielles, là. Voilà. On va voir un exemple, comment utiliser les différences finies là pour résoudre un cas comme ça aussi. Voilà, dans le futur. Donc, restez concentrés. Dans les chapitres à venir, on va parler de tout ça. Parce que ces chapitres-là, en réalité, c'est juste l'introduction de tout ce qui est utilisé dans les fondations, l'ingénierie de fondation. OK? Mécanique de sol utilisée dans l'ingénierie de fondation. OK. On va parler maintenant d'une autre approche. Approche par élément fini. OK? C'est pas différence finie, mais là, c'est élément fini. Quelle est la différence entre les deux approches? Différence finie, élément fini. OK? Je prends ici une illustration. Méthode des éléments finis, méthode des différences finies. D'autres qui ne comprennent pas. Cette figure, cette image montre une différence. Elle ne montre pas toutes les différences qu'il y a entre ces deux méthodes-là, mais au moins une aperçu de ce qu'il y a comme différence entre les deux méthodes. Donc, quand vous prenez, par exemple, élément fini, vous avez un élément ici, et là, chaque élément est encadré par des nœuds. OK? Souvent, c'est trois nœuds, hein? Souvent, c'est triangle. L'élément est triangulaire. Souvent, c'est
un quadrilatère comme ça, à quatre côtés. Voilà. C'est l'exemple qui est là. Donc, vous avez un nœud, un nœud, un nœud. Chaque élément a, par exemple, minimum trois nœuds, peut avoir quatre nœuds ou plusieurs. OK? Donc, cet élément-là, on va appeler ça maillage, les maillages qui sont là. OK? Par contre, au niveau des différences finies, là, vous avez juste une cellule comme ça, et chaque cellule, on représente les centres de la cellule. Vous voyez ici en anglais, cell center. Donc, le centre de la cellule qui est utilisé. OK? Et on regarde le volume total, chose. Par contre, là, on a jusqu'à pour un seul élément, on a jusqu'à quatre nœuds. Mais là, un seul nœud, si on peut le dire comme ça, c'est le centre de la cellule qu'il faut utiliser. Donc, c'est pas la même chose. Il y a trop de choses à dire dessus. La différence entre les deux, ça ne se limite pas qu'à ça. C'est vraiment différent. Voilà. Et si vous prenez en termes de qu'est-ce que chaque méthode peut faire, les avantages et les inconvénients, si on prend par exemple ici, FIA, ça c'est en anglais, Finite Element Method, donc c'est-à-dire méthode des éléments finis là, et là c'est différence finie. Donc, méthode des éléments finis qui est là, donc c'est plus précis. Il y a plus de précision quand vous utilisez méthode des éléments finis. OK? Par contre, c'est plus compliqué. Ça exige plus sur la qualité des maillages. Donc, la complication, c'est ici que c'est supérieur. Et ça nécessite plus de puissance de calcul. Donc, vous allez avoir besoin d'un ordinateur puissant, OK, pour pouvoir faire ça. L'autre méthode, différence finie là, c'est la méthode la plus ancienne qui était utilisée avant celle-là. Donc, la technologie avance. Elle est plus rapide, mais par contre, côté précision, c'est pas trop ça, comparé à, à la méthode des éléments finis. OK? Juste une aperçu de la différence entre les deux. Donc, si on prend l'approche par élément fini, cette méthode des éléments finis là modélise la déformation sous charge dans les structures telles que les fondations, les pieux. Bon, à peu près, quand on dit fondation, ça inclut tout. Les pieds, c'est des fondations profondes. Les murs de soutènement, ok? Il y a beaucoup d'autres. Tout ce qui est structure qui, qui implique la terre, pour ne pas dire tout ce qui est génie civil. Voilà. Parce que toute structure repose sur la terre. Donc, ça facilite les études et conceptions essentielles des méthodes aux éléments finis. D'accord? Je prends un exemple ici. Voici un immeuble avec plusieurs étages. Vous pouvez le compter si vous voulez. Donc, si vous voulez savoir, après construction de votre immeuble-là, quel sera donc l'effet sur le sol. Vous voyez ici 50 mètres et 60 mètres de profondeur. Ça, c'est le sol. Donc, vous pouvez modéliser le sol environnant votre immeuble. Malheureusement, il y a plein de gens qui négligent l'effet de leur construction sur le sol. Et souvent, vous devez même analyser s'il y a des structures, il y a d'autres immeubles à côté. Quel sera l'effet de ces structures-là sur votre immeuble ou quel sera l'effet de votre immeuble-là sur les structures existantes déjà. Donc, si vous voyez un voisin riche qui veut construire immeuble de grande envergure comme ça, vous devez lui demander de vous montrer les études là pour voir si votre immeuble n'est pas en danger en tant que son voisin. Donc, on peut modéliser tout ça pour voir quel sera l'effet dans le sol. Où sont
dans quelle partie du sol et les contraintes seront énormes ou bien les déformations seront énormes. Et vous pouvez voir, ah, si on fait ça, l'immeuble là ne va pas tenir. Voilà, parce qu'ici, la déformation que ça va provoquer ici va dépasser la norme. Donc, c'est juste un exemple. Il y en a beaucoup. Si je prends ici ce mur de soutènement, vous voyez, le mur est là, voilà, en couleur bleue, le sol qui est là, en couleur vert. Mais vous voyez, on a divisé, si par exemple les éléments là, forme triangulaire, mais là, on a forme carrée. Voilà, donc ici, on aura 4 nœuds pour chaque élément. Alors qu'ici, on aura 3 nœuds pour chaque élément, par exemple. Donc, vous voyez, mais toujours est-il que on divise, on fait les maillages. Plus le maillage est petit, plus vous avez de précision. Donc, on a aussi d'autres exemples comme ça. Ça, là, vous pouvez aussi modéliser. Vous avez déjà vu ça au niveau des échangeurs et autres. Voilà, ou des murs de soutènement aussi, avec les écailles là. Donc, on appelle ça la terre armée. Donc, je pense qu'il y a une de mes vidéos où j'expliquais comment on construit ça. Donc, la terre armée là, les écailles, et puis il y a des cordes dedans, et la terre est remplie dessus pour maintenir ça en équilibre. Donc, ça aussi, vous pouvez modéliser ça. Je prends un exemple. Voici, par exemple, un modèle qui montre, par exemple, là, c'est la route. Donc, on a coupé ici à une distance juste 9, 1,5. Donc, la route ici, cette route-là, par exemple, voici l'effet des véhicules qui vont passer là. Comment ces véhicules-là, les charges, vont affecter la structure. Ok. Donc, les écailles, vous voyez les écailles qui sont là. Et à l'intérieur, nous avons les cordes là, qui sont attachées aux écailles là, et qui doivent maintenir, vous mettez le sol dessus, ça va maintenir les écailles là en équilibre. OK? Voilà. Donc, ici, informatique avancée, l'informatique avancée permet à l'analyse par des éléments finis d'établir des critères de conception sur mesure grâce à des études paramétriques en tenant compte des paramètres de conception euh, pertinents pour chaque cas. Si je prends ce cas, par exemple, quels sont les paramètres de conception que vous devez utiliser si vous voulez savoir des déformations dans le sol qui est là? Ok. Donc, le poids ou bien les charges, toutes les charges qui vont agir, bien sûr, sur les fondations, vous allez avoir besoin de ça. Les paramètres du sol, le poids unitaire, s'il y a, il y a de l'eau, la teneur en eau, est-ce que la cohésion, c'est combien? L'angle de friction interne, c'est combien? Tout ça, ce sont des paramètres à considérer. Donc, chaque cas aura des paramètres à considérer qui sont différents. Voici pourquoi on dit étude paramétrique, voilà, en tenant compte des paramètres de conception pertinents pour chaque cas. Donc, il y a beaucoup de logiciels qui existent de nos jours pour faire des analyses numériques par élément fini. Donc, chaque logiciel est spécifique pour un type de problème. Donc, identifiez les meilleurs logiciels pour votre problème et utilisez-les pour résoudre votre problème. OK? Donc, vous allez voir que tous ces logiciels-là utilisent des techniques, des équations pour résoudre ce problème. Donc, dépendant aussi du pays dans lequel vous vous trouvez, il y a des logiciels qui sont utilisés. Il y a des logiciels qui ne sont pas trop appréciés. OK? Ça dépend du pays dans lequel vous vous trouvez, des règles, des conceptions et des codes qui sont utilisés. OK? Donc, il est particulièrement intéressant. C'est-à-dire, cette méthode-là, aux éléments finis là, cette méthode est intéressante pour des situations impliquant la conception de structures en terre irrégulières et relativement complexes. Juste pour dire que les méthodes numériques là,
C'est quand c'est vraiment compliqué, des analyses complexes qu'on utilise pour voir les déformations. En tout cas, pour les projets très importants, souvent c'est exigé même d'utiliser la modélisation numérique là, approche par élément fini pour voir quelles sont les déformations majeures, quelles sont les contraintes majeures dans le sol. Ok? Voilà. C'est valable pour la structure aussi, pas seulement le sol. Donc, quelle sera l'interaction entre la structure et le sol? Ok? Par exemple, quel sera ici le frottement ou bien entre les pieds, les fondations et le sol autour? Interaction ici aussi. Ok? Donc, c'est pour cela, souvent, on parle des éléments d'interface. Voilà. Qui vont vous guider pour savoir les différentes conséquences, déformations, contraintes. Voilà. Donc, quelle est la philosophie derrière l'approche par les éléments finis là? Quelle est la philosophie? La philosophie de base de la modélisation d'une structure en terre avec FEM, ça c'est en anglais, hein, Finite Element Method. Donc, la méthode aux éléments finis. Donc, est résumée par par les principes fondamentaux formant le cadre de la formulation de cette méthode. Donc, première chose, c'est que ça doit assurer l'équilibre des forces au sein de chaque sol fini ou élément structurel. L'équilibre entre les mailles, les éléments. Ok? Deuxièmement, assurer aussi la compatibilité des déformations. Donc, ça doit être une continuité. Ok? Ça doit être une continuité. Ça doit être compatible. Les déformations entre les nœuds, là, chaque nœud doit être compatible. Les nœuds qui sont connectés. Parce que c'est comme si les nœuds se poussent entre eux. Ce nœud pousse l'autre et l'autre pousse, ainsi de suite. Comme des effets dominos. Donc, les déformations doivent être compatibles au niveau des nœuds, là, de chaque élément. Aussi, ça doit incorporer un modèle de comportement, contrainte de formation. Ça, c'est très important. Le modèle de contrainte de formation approprié pour chaque sol ou matériau structurel de la structure. Il y a des modèles qui existent. Quand je dis par exemple Moore-Coulomb, le modèle Moore-Coulomb, c'est un modèle donc de comportement, contrainte de formation. Donc, après, je pense, la deuxième, pas la vidéo qui va venir après celle-là, la vidéo après celle qui viendra, on va parler des différents modèles qui existent. Modèles de comportement du sol, des contraintes de formation qui existent. Ok? Il y a déjà peut-être Moore-Coulomb que vous connaissez très bien, parce que vous avez déjà vu ça en mécanique du sol. Donc, il est vraiment très important d'utiliser les meilleurs, les modèles appropriés. Donc, les techniques mathématiques utilisées, ce qu'on va utiliser, les techniques mathématiques qui sont utilisées pour, pour faire les choses, les analyses, les éléments finis là, seront discutées ultérieurement. Dans la vidéo qui va suivre, dans le prochain cours, on va parler de ces équations qui existent, qui, qui contrôlent ce que vous voyez. L'ordinateur calcule en fait, même si vous ne voyez pas. Donc, c'est important pour vous quand même de comprendre ce qui se passe dans l'ordinateur. Même si vous n'allez pas faire, ok?
Donc, c'est important pour vous de comprendre comment l'ordinateur résout, quelles sont les équations, juste inaperçues. OK? Donc, cependant, par leur nature aussi, même, les solutions aux éléments finis, là, souffrent aussi de tous les inconvénients caractéristiques des approximations numériques. Parce qu'il y a des approximations qu'il faut prendre. Donc, c'est pas vraiment à 100% parfait aussi, quoi. Voilà. Donc, et puis souvent, ça dépend de la personne qui dimensionne. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais quand même, ça donne souvent des bonnes solutions. OK? Sur la base, donc, des discussions qu'on a eu à faire là-dessus, de tout ce qui précède, voilà, on peut se rendre compte vraiment qu'il y a deux étapes qui sont très, 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 très importantes quand vous voulez faire une analyse par approche, une approche, analyse par approche, par élément fini, analyse, approche. OK? Donc, on peut résumer ça, les deux étapes là. La première étape, la première étape qui est parmi les étapes les plus importantes, parmi les deux, OK? On a la discrétisation de la zone d'influence sol-structure en élément fini, permettant de capturer tous les effets de charge de déformation des géométries et des limites qui, qui dictent le comportement global de la structure en terre dans les conditions de charge spécifiques. Tout ça là pour dire que vous devez diviser votre problème là, votre géométrie, en des petits éléments pour permettre de capturer. Parce qu'on vous a dit, plus vous divisez, plus le maillage est fin, plus vous avez des meilleures solutions. Donc, il est vraiment très important de discrétiser et de faire un bon maillage petit, surtout aux endroits où vous attendez à des déformations majeures ou des contraintes élevées, par exemple aux côtés, aux alentours de votre structure. Si vous faites une fondation, par exemple, un pied, donc à la base, tout autour de votre pied, là, vous devez avoir quand même des maillages, un maillage vraiment très fin. Maintenant, plus vous vous éloignez, plus peut-être les maillages deviennent plus grands. Je vous montre un exemple qu'on vient de voir tout de suite. Donc, je retourne pour vous montrer. Par exemple, si vous prenez eh, ce cas-là, c'était où même? Ici, par exemple, vous voyez, par exemple, ça, c'est le pied qu'on est en train de faire, le battage des pieds là, en train de battre. Vous voyez, tout au long du pied là, jusqu'à une certaine distance, le maillage est fin. Et maintenant, plus vous éloignez, ça devient plus grand. C'est quelque chose comme ça. Donc, il faut vraiment faire un maillage. Je retourne maintenant là où on était. Je pense qu'on était ici. Ici, là. Voilà. Diviser la zone. Voilà. Discrétisation de la zone d'influence. Sol structure. Autour de la structure. Si vous faites fondation, votre structure, c'est la fondation. Si vous faites euh, stabilisation des pentes, donc, c'est le mur. Le mur qui est votre structure. Donc, tout aux alentours, là, vous devez avoir des mèches, un maillage fin qui va vous permettre de capturer tous les effets de charge, des déformations qui vont donc dicter le comportement global de la structure dans toutes les conditions de charge spécifiques. La dernière étape aussi importante, donc, c'est comme ce que je le disais plus haut, il faut choisir un modèle de comportement. Ici, c'est écrit constitutif, modèle constitutif. Le modèle de comportement du sol, c'est-à-dire modèle de comportement contrainte de formation approprié. J'ai cité précédemment Moore-Coulomb. Donc, dans le dans les cours sur le prochain, on va parler des différents modèles qui existent en géotechnique.
Donc, il est important pour vous aussi de vraiment choisir un modèle approprié. Donc, il y a des modèles qui sont appropriés pour chaque cas, pour chaque situation, ok, pour avoir une solution meilleure. Parce que c'est ça qui détermine vraiment les résultats que vous allez avoir. Les modèles, la loi, on va dire ça comme ça, la loi qui gouverne contrainte de formation, la loi qui gouverne la relation entre les contraintes et les déformations. Peut-être c'est un peu vague si on parle comme ça, mais quand on va vous parler de ça, quand on va voir ça, vous allez voir que c'est très simple. Voilà. Moore-Coulomb, par exemple, c'est un exemple. Mais il y a beaucoup d'autres exemples. Donc, quand vous prenez les logiciels, chaque logiciel a des modèles. Souvent, vous allez voir un logiciel, il y a seulement un seul modèle, vous n'avez pas choix. Souvent, d'autres, ils ont deux, trois. Il y a d'autres qui ont vraiment beaucoup de modèles. 10 modèles, 20, ça dépend du logiciel. Voilà. Donc, il faut savoir identifier le modèle qui est approprié pour chaque problème que vous avez. Voilà. Et le modèle aussi qui est autorisé dans les pays où vous êtes. Ça aussi, c'est une autre chose. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là et on va reprendre très prochainement. Merci beaucoup à vous et on se donne donc rendez-vous très prochainement. Ok? Merci beaucoup.